Dans le chapitre 10, on va aborder le dernier grand concept d'électromagnétisme, c'est le concept de l'induction magnétique. Dans l'image qui est là, on voit des employés qui sont en train de faire la maintenance de la génératrice d'une centrale hydroélectrique. Donc, Hydro-Québec utilise quelque chose qui ressemble à ça pour produire le courant. Donc, c'est l'induction magnétique, ça sert à produire le courant. Donc, c'est dans le chapitre 10 qu'on va voir comment on peut arriver à produire du courant. En fait, le truc de l'induction magnétique, c'est qu'on peut transformer un mouvement mécanique en un courant électrique. Dans un barrage hydroélectrique, par exemple, c'est le mouvement de l'eau qui va entraîner la rotation d'une turbine et cette rotation-là va être transformée en un courant électrique par le principe de l'induction magnétique. Donc ici, on a un petit dispositif pour visualiser l'induction magnétique. L'appareil que je montre ici, c'est un ampèremètre. En fait, on appelle ça un galvanomètre parce que ça mesure des courants qui sont extrêmement petits. Donc en fait, on peut voir ça comme simplement un ampèremètre. Ça mesure donc le courant. L'aiguille présentement est à 0. On va voir tout à l'heure s'il y a du courant ou non. Et puis, qu'est-ce qui est branché au galvanomètre en question? C'est une bobine. Il n'y a aucune source à nulle part, donc la bobine est directement branchée à notre galvanomètre. Et ce que je veux montrer maintenant, c'est ici j'ai des aimants. Donc j'ai collé deux aimants, bon, qui sont un peu abîmés, là, mais je les ai collés sur un morceau d'acier. Le but, c'est de pouvoir tout simplement à prolonger, si on veut, le champ magnétique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'approcher maintenant de la bobine. Et si vous regardez l'aiguille du galvanomètre, alors vous voyez, j'ai eu un courant dans une certaine direction. Par contre, ici, ça ne bouge plus, donc j'ai plus de courant. Mais si je retire maintenant l'aimant, là, vous voyez un courant dans l'autre direction. Alors, je recommence, regardez bien l'aiguille. Donc, on a un courant dans une direction, à l'approche, ça revient à zéro. Puis, lorsque je retire l'aimant, le courant est dans l'autre direction. Je pourrais même créer un courant alternatif, on pourrait dire, en faisant un mouvement d'aller-retour. Vous voyez, si je m'approche, puis que je m'éloigne, je m'approche, je m'éloigne, ça fait un courant dans un sens, puis un courant dans l'autre. Donc, je veux qu'on remarque plusieurs choses. D'abord, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de courant. Donc, il faut absolument que j'approche ou que je recule. Mais si je m'arrête à quelque part en chemin, puis je ne bouge plus, il n'y a pas de courant. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement de l'aimant pour qu'il y ait un courant. Autre chose, alors on remarque maintenant que lorsque j'approche, l'aiguille s'en va vers la droite. Si je me recule, l'aiguille s'en va vers la gauche. Supposons maintenant que je change mon aimant de sens. Donc, je la change comme ça ici. Donc, un pôle nord est devenu un pôle sud. Maintenant, je vais m'approcher. Vous voyez que le courant est plutôt vers la gauche. Puis, lorsque je me retire, le courant est vers la droite. Alors, le sens de l'aimant est donc important aussi. On peut même faire un mouvement où on passe devant l'aimant, devant la bobine, pardon. Alors, vous voyez, quand je passe devant la bobine comme ça, j'ai un mouvement. Ce qu'on vient de voir avec l'induction magnétique, c'est aussi le principe à la base du capteur d'une guitare électrique ou encore le pick-up si vous préférez. Et d'ailleurs, on utilise une technique semblable pour capter le son très souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, on en a ici des capteurs, il y en a trois sur cette guitare électrique-là. Ici, on le voit de côté, le capteur. Donc, vous avez six petits aimants. Donc, c'est les cylindres qui sont ici, qu'on revoit de côté d'ailleurs dans l'image qui est en dessous. Et autour de ces aimants-là, il y a un enroulement de fil. Donc, l'enroulement de fil qui s'en va, donc vous le voyez ici, qui s'en va vers l'amplificateur. Ensuite, on a une corde. C'est une corde en acier, donc un matériau ferromagnétique qui passe ou qui est juste au-dessus de l'aimant. On le voit d'ailleurs ici sur la guitare. Euh, cette corde-là, qui est en matériau ferromagnétique, elle est elle-même magnétisée par l'aimant qui est juste en dessous. Donc, on va se retrouver avec un pôle nord puis un pôle sud comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça modifie les lignes de champ magnétique de l'aimant qui est en dessous. Et donc, quand la corde va vibrer, donc qu'elle bouge de gauche à droite, par exemple ici, ben, c'est comme si on passait un aimant de gauche à droite au-dessus de l'aimant qui est ici. Et donc, ça va modifier
le flux magnétique à l'intérieur de la bobine qui est ici, et donc ça va créer un courant électrique par induction. C'est un tout petit courant électrique, mais ce courant-là va être amplifié par l'amplificateur pour produire le son par la suite. Et le courant en question, il va être proportionnel, il va suivre le mouvement de la corde. Donc, si la corde a un mouvement qui est ample, on va avoir un fort courant. Si la corde a un plus petit mouvement, on va avoir un plus petit courant. Et aussi la fréquence, donc si la corde vibre à telle fréquence, donc elle produit un son à telle fréquence, le courant qui est produit va avoir la même fréquence. Alors, si on l'amplifie par la suite, puis qu'on le reconvertit en vibration au haut-parleur, donc on va reproduire le son produit par la guitare. Alors, une autre démonstration ici du phénomène d'induction magnétique. Cette fois-ci, donc j'ai encore ma première bobine qui est branchée au galvanomètre, mais cette fois-ci, j'approche une deuxième bobine, donc qui est branchée à une source. Présentement, il y a un courant qui circule dedans. On a vu au chapitre 8 qu'une bobine comme celle-là produisait un champ magnétique. Donc, le champ magnétique est dans une certaine direction. Il va arriver comme ça sur l'autre bobine et présentement, il ne se passe rien. Vous regardez, l'aiguille est à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le fil maintenant. Bon, je recommence. Alors, vous avez vu qu'en débranchant le fil, j'ai eu un courant ici vers la droite. Donc maintenant, il n'y a plus de courant dans cette bobine-là. Je vais la rebrancher. Alors, vous avez vu qu'en rebranchant, on a eu un courant vers la gauche. L'effet n'était pas tellement intense parce que le champ magnétique produit par cette bobine-là n'est pas super important. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de fer, donc le morceau de fer qui est ici. C'est le même que j'avais tout à l'heure, mais il n'y a pas d'aimant de coller dessus, donc c'est vraiment juste un morceau d'acier en fait. Et je vais les mettre dans les deux bobines. Vous avez vu déjà qu'est-ce que ça a fait? J'ai eu déjà un effet. Pourquoi? Parce que comme c'est un matériau magnétique, le morceau d'acier va devenir magnétisé, il va donc propager plus efficacement le champ magnétique. Donc cette fois-ci, j'ai encore 0, je débranche. Vous avez vu que cette fois-ci, l'effet a été très très fort. Donc on a eu un fort courant vers la droite. Quand je rebranche, on a eu un fort courant vers la gauche. Mais par contre, une fois que c'est branché, ici par exemple, le courant circule, mais il ne se passe rien dans la deuxième bobine. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que en fait, un champ magnétique va produire dans une bobine un courant, mais à condition que l'on fasse varier ce champ magnétique-là. Quand il n'y a pas de variation, comme ici c'est constant, il ne se passe rien. Mais dès qu'on le fait varier, c'est-à-dire quand on coupe le courant ici, ça fait varier le champ magnétique produit par cette bobine-là, et c'est ça qui engendre un courant de l'autre côté. Ici, il est à 0, puisqu'il n'y a plus de courant, mais quand je vais le rebrancher pour créer un nouveau champ magnétique, alors le champ magnétique a augmenté, cette variation-là a provoqué un courant dans l'autre bobine. Donc, c'est la variation du champ magnétique qui va produire un courant dans une bobine de fil. On peut faire varier le champ magnétique d'une autre façon. Ici, c'est en laissant ça brancher, mais tout simplement en retirant le morceau de fer. Donc, en retirant le morceau de fer, j'ai diminué le champ magnétique dans la deuxième bobine. Et donc, ça a eu un effet, le même effet que lorsque j'ai débranché. En fait, ça a fait un courant qui était vers la droite. Alors maintenant, on va commencer à voir comment on va tenir compte de tout ça, ce qu'on vient de voir, en termes mathématiques. Donc, première chose, on va devoir définir une nouvelle quantité qu'on va appeler le flux magnétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le flux magnétique? Premièrement, ça nous prend une surface. Donc, ici, j'ai une surface, disons, circulaire, mais en fait, elle pourrait être quelconque. L'aire de la surface, je l'appelle A majuscule. Et je vais définir un vecteur, A vectoriel, et ce vecteur-là va avoir comme grandeur l'aire de la surface, et sa direction, ça va être perpendiculaire à la surface, comme il est dessiné ici. Vous voyez, ça ressemble un petit peu le même genre de définition qu'on avait faite au chapitre 9 avec le flux magnétique. On le mettait perpendiculaire à la surface, alors c'est la même chose ici. Donc le vecteur A, grandeur la surface, direction perpendiculaire à la surface. On remarque que c'est sûr qu'on peut avoir deux vecteurs A différents. Je pourrais aussi en dessiner un l'autre côté ici, donc vers le bas, qui serait aussi perpendiculaire à la surface. Et en fait, les deux sont acceptables. Donc on peut prendre le vecteur dans n'importe quelle direction pour définir A. Par contre, pour ce qui est du flux magnétique,
Lequel des deux qu'on va prendre dans les deux A, ça va toujours être celui qui est le plus proche du champ magnétique. Alors le champ magnétique, il est dessiné ici, là. Ce champ magnétique-là, il est produit par quelque chose d'extérieur, que ce soit un aimant ou un électroaimant, peu importe. Donc le champ magnétique arrive à quelque part ici. Puis le vecteur A, donc lequel des deux qu'on choisit, c'est celui qui est le plus proche du vecteur B. Donc ça serait celui-là dans ce cas-ci. Et on peut définir maintenant un angle, θ, entre le vecteur A et le vecteur B du champ magnétique. Alors justement, ce champ magnétique-là, donc, il arrive dans la surface et on va définir le flux magnétique. Donc, le symbole ici, on prend la lettre grecque majuscule phi pour le flux magnétique. Donc, pourquoi on prend phi? Parce que phi, c'est le son F en grec, donc flux, phi. Donc, flux magnétique, alors l'indice B, c'est pour dire que c'est le flux magnétique, parce qu'il existe aussi d'autres types de flux. On pourrait définir le flux électrique, on peut définir le flux pour un fluide, par exemple, donc, mais nous, on va seulement le faire pour le flux magnétique. Alors, c'est défini comme étant le produit scalaire de B fois A, donc le vecteur champ magnétique fois le vecteur surface. Donc, ça donne un scalaire, puisque c'est un produit scalaire, donc BA cosinus θ. Et si on regarde un petit peu la formule, c'est donc proportionnel au champ magnétique. Plus il va être important, plus le flux magnétique va être important. Proportionnel aussi à la surface. Donc, si on a une plus grosse surface dans un même champ magnétique, on va avoir un flux magnétique plus important aussi. Puis vous voyez là, l'angle, ça c'est aussi important. Ça veut dire que, par exemple, le flux va être maximum lorsque l'angle va être 0, parce que le cos, la plus grosse valeur qu'il peut prendre, c'est 1 lorsque l'angle est 0. Donc, le plus fort flux magnétique qu'on va avoir, c'est lorsque l'angle est 0. Autrement dit, lorsque le vecteur B est parallèle à A, ou encore dit autrement, lorsque le vecteur B est perpendiculaire à la surface. Donc, on peut imaginer le flux magnétique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme si j'additionnais toutes les lignes de champ magnétique qui rentrent dans ma surface. Alors, plus j'ai un champ magnétique important, plus il va y avoir de lignes. Plus ma surface est grosse, évidemment, plus elle va englober de lignes. Et plus la surface est orientée perpendiculairement au champ magnétique, plus elle va avoir de lignes également. Donc, c'est ça le flux magnétique, la quantité de lignes de champ magnétique qui rentrent à l'intérieur d'une surface. On va parler un petit peu des unités. Donc, des Tesla pour le champ magnétique, des mètres carrés pour la surface. Donc, ça va nous donner des Tesla mètres carrés. Puis, on a défini une nouvelle unité pour ça, donc Tesla mètre carré, comme on s'en sert souvent. On appelle ça des Weber, donc WB, ou Weber si vous préférez le prononcer comme ça. C'est encore un autre exemple d'unité qui est définie à partir du nom de quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on prend un W majuscule pour l'unité en question. Donc, WB. Il va arriver parfois que le champ magnétique ne soit pas constant sur la surface. Donc, par exemple, ici, on aura un champ magnétique plus faible ici en haut, un peu plus fort au milieu, plus grand en bas. Donc, à ce moment-là, quand on veut faire le produit de B fois A, qu'est-ce qu'on prend pour B, en fait, puisque B n'est pas, pas le même partout sur la surface? Bien, dans ce temps-là, il va falloir utiliser une technique qu'on a déjà utilisée, un peu semblable, si vous voulez, qui est la technique de l'intégrale. Donc, en fait, on va calculer le flux sur une petite surface dA, et on va faire B fois dA, puis ensuite, on va faire la somme de tout ça sur la surface en question. Je vais faire un exemple tantôt. Donc, c'est la même définition, sauf que comme le champ varie sur la surface, il faut le faire de cette manière-là. Alors, je vais commencer tout de suite par un exemple assez difficile de calculer le flux. La mise en situation, c'est la suivante. Ici à gauche, la flèche représente un très long fil qui est parcouru par un courant de 10 ampères. Donc, le courant s'en va vers le haut. Le fil en question se trouve à 2 cm d'un cadre rectangulaire, donc de 4 cm par 9 cm. Et puis, la question, c'est calculer le flux magnétique qui traverse la surface rectangulaire qui est ici. Donc, on veut calculer notre flux magnétique. Pour avoir un flux magnétique, ça nous prend une surface, on l'a, 4 cm par 9, mais ça nous prend aussi un champ magnétique. Donc, d'où vient le champ magnétique dans ce cas-ci? Il vient du fil, bien sûr. Donc, au chapitre 8, on a appris à calculer le
champ magnétique produit par un fil. Ici, on dit qu'il est très long, donc on va le supposer en fait infini. On a vu d'ailleurs, vous vous rappelez la formule, c'était mu0i sur 2πr. Donc ça, c'est le champ magnétique produit par un fil infini ou très long. Donc, on a le courant, 10 ampères. Le R, il va y avoir toutes sortes de distances ici. Alors justement, sur tout le cadre rectangulaire, la distance R, supposons que j'en prends un au hasard, donc je me place ici, la distance R, c'est la distance au fil. Alors je vais être ici, j'ai une certaine distance, ici j'en ai un autre, ici j'en ai un autre, etc. Donc j'ai toutes sortes de distances différentes. Donc ça veut dire que le champ magnétique, puis pour ce qui est aussi de la direction, alors ça je la trouve avec la règle à main droite. Alors il faudrait mettre notre pouce vers le haut, donc vers le courant, et le champ tourne comme ça autour. Donc, à l'endroit du cadre rectangulaire, le champ y arrive comme ça, il va rentrer dans l'écran. Donc, je pourrais peut-être dessiner la direction. Tiens, je vais le faire en rouge. Le champ magnétique serait rentrant comme ça, partout sur la boucle. La seule différence, c'est qu'il va être plus intense ici parce qu'on est plus proche, puis moins intense un petit peu plus loin parce qu'on est plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, donc, dans ce cas-ci, notre variable, ça va être R. Parce que c'est bien R qui varie entre ici et là, de l'autre côté. R, en fait, on pourrait dire nos bornes d'intégration, ça va aller de 2 cm, c'est le plus petit R, jusqu'à ici, ça va être 4 plus 2, donc 6 cm. Ça va être ça nos bornes d'intégration pour R, en fait. Donc, ici, dans mon intégrale, je vais donc avoir, je vais peut-être écrire la formule, c'est B fois dA. Puis, le dA, ça va être quoi? Dans le fond, je me dis, sur ce que je viens de découper ici, la longue bande que je viens de découper en rouge ici, le champ magnétique est pareil partout. Parce que dans tout ça ici, on est tous à la même distance du fil. Donc, le champ magnétique est pareil là-dessus. Alors, ça veut dire que je peux prendre ça comme dA, comme élément d'intégration. Ça va être quoi mon dA? C'est la surface, donc c'est la petite surface qui est délimitée par ça. Dans le fond, ça va être dr. dr, c'est la largeur ici, fois la hauteur, puis la hauteur, c'est 9 cm. Alors, je pourrais dire dA, c'est 0,9, ou 0,9 plutôt, fois dr. Et c'est ça que je vais remplacer dans mon intégrale. Donc, BDA, ça va être mu0i sur 2πr, puis dA, ça va être 0,09 fois dr. Puis, dans ce cas-là, je n'ai pas de cosinus θ parce que le champ, il est perpendiculaire à la surface. Donc, en fait, j'ai cos de 0 qui donne 1. Donc, voilà. Ça fait un peu de place en enlevant mon champ magnétique ici. Comme c'est R mon élément d'intégration, donc, j'intègre de 0,02 à 0,06 mètres. Donc, il va me rester donc mes constantes. Puis, j'ai aussi 0,09. À l'intérieur ici, il me reste juste dr sur r. Dans le fond, tout le reste, c'est des constantes. Alors, qui va donner un log. Donc, mu0 i sur 2 pi 0,09 log de r. Puis ça va de 0,02 à 0,06. Donc, je me fais un petit peu de place. Si on met nos chiffres là-dedans, mu0 c'est 4pi fois 10 à la moins 7. Le courant I, on avait 10 ampères, 0,09. Ensuite 2pi en bas. Puis le log de R, dans le fond, ça va être log de 6 sur 2. Parce qu'on fait log de 0,06 moins log de 0,02. Donc ça fait une division. Bien sûr, il faudrait que j'écrive normalement 0,06, 0,02, mais en fait, comme on a un rapport ici, au bout du compte, on peut bien le laisser comme ça. Donc il reste à faire les calculs. Ça donne 1,97 fois 10 exposant moins 7. Et ça va être des Weber
puisqu'on avait des Tesla fois des mètres carrés. Donc, ça va nous donner des Weber.